GLQ 1100 Géologie générale, chapitre 14 Histoire géologique du Québec, module 5 Les intrusions montérégiennes. Les intrusions montérégiennes, ce sont des amas de roches ignées intrusives qui ont à la fois une composition chimique alcaline et un âge crétacé. Ces roches se présentent sous forme de batholithes, de stocks ou de filons. L'origine exacte de ces roches fait encore débat, mais deux hypothèses principales s'affrontent, activité de rift ou activité de points chauds. Dans un premier temps, allons voir l'histoire du continent nord-américain à partir de ces figures. On avait laissé l'histoire au moment où l'océan Iapetus s'est refermé. C'est une étape dans la formation d'un nouveau mégacontinent qui s'appelle le Pangée. Et donc, l'Est du Canada, eh bien, c'est une terre émergée maintenant qui est en érosion. Et uniquement dans l'Ouest canadien, de nouvelles roches sont en train de se former. On a une mer épicontinentale ici et on a une zone de solution qui apporte de nouvelles terranes. On est en train d'agrandir la côté ouest du continent ici. La Colombie-Britannique est en train de se former tranquillement. On est durant les temps carbonifères ici. Bon, durant les temps Trias, le Pangée est formé. On a une mer épicontinentale ici. Et donc, des nouvelles roches sédimentaires se forment durant le début du Mésozoïque, le début de l'ère des reptiles, les dinosaures en particulier. Entre-temps, dans l'Est, ici, de ce qui va devenir l'Est du Canada, regardez, un fossé d'effondrement commence à disloquer le Pangée. Ça annonce la naissance de l'océan Atlantique. On passe à la prochaine étape. On est durant les temps jurassiques. Les temps jurassiques, je rappelle, c'est l'âge fétiche des dinosaures. Donc, dans l'Est du Canada, une activité de rift importante est en train d'ouvrir l'océan Atlantique. Entre-temps, dans l'Ouest canadien, on a une mer épicontinentale qui laisse des sédiments qui vont devenir des roches contenant des fossiles d'âge jurassique cette fois-ci. Maintenant, on poursuit l'histoire. On arrive durant les temps crétacés. On a toujours une mer épicontinentale dans l'Ouest canadien. Entre-temps, la figure ne permet pas de montrer ce qui se passe ici, là. Activité tectonique très intense dans l'Est du Canada. On est à peu près à l'époque où les collines montérégiennes se sont mises en place ici. C'est un moment très fort où l'ouverture de l'océan Atlantique se faisait beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Un moment un peu plus tardif durant les temps crétacés, vaste mer épicontinentale au moment où les dinosaures atteignaient leurs formes les plus gigantesques. Donc, ici, c'est gagnant pour les méga-fossiles de dinosaures. Entre-temps, dans l'Est, eh bien, terre émergée en érosion. On n'a pas de fossiles datant de l'époque du Crétacé, du moins dans la région de Montréal. La fin de cette histoire, on arrive à 3 milliards d'années avant, 3 millions d'années avant aujourd'hui, excusez-moi. Et là, bien, l'Amérique du Nord est à peu près formée. Et petit détail paléogéographique intéressant, on a une chaîne de montagnes ici et ici. Et on a des terres élevées dans les régions nordiques. Donc, le vaste bassin de drainage qu'on a dans le centre de l'Amérique du Nord devait se drainer vers le sud. Si on avait été dans la région de Montréal à cette époque, l'écoulement de l'eau se faisait plutôt vers le sud que vers le nord-est comme maintenant. Le défonçage du canal qu'a donné le fleuve Saint-Laurent, on pense que ça s'est fait durant les temps quaternaires. Présentement, on est durant les temps pliocènes et on pense que c'est l'érosion causée par les glaciations des temps quaternaires qui a permis l'inversion de l'écoulement de l'eau dans la région de Montréal.
maintenant, on va aller sur ces figures. On revient durant les temps Crétacés. Et dans la séquence de roches sédimentaires qui s'est formée dans le fond de l'océan Iapetus, on a maintenant une intrusion de magma qui vient de se mettre en place. L'intrusion de magma serait montée jusqu'à 2 km de profondeur. Possiblement qu'il y a eu de l'activité volcanique en surface. C'est difficile d'en parler puisque cette couche superficielle de sédiments va se faire éroder durant les 124 millions d'années qui vont suivre. Voici la situation actuelle. L'érosion a atteint les roches intrusives qui étaient autrefois à 2 km de profondeur. Et comme ce sont des roches plus dures que les roches encaissantes, l'intrusion fait une petite butte dans la plaine. C'est pour ça que les roches intrusives montérégiennes, on les appelle aussi des collines montérégiennes. Maintenant, voici la carte qui montre l'ensemble des collines montérégiennes. Si on veut expliquer l'origine de ces collines-là, il faut expliquer pourquoi elles sont alignées est-ouest comme ceci. D'où les deux hypothèses qui ont été avancées. La première, ça concerne la réactivation d'un riff qui s'était formé durant l'ouverture de l'océan Iapetus. Donc, un riff aligné est-ouest, c'est le bon alignement. Est-ce la bonne cause? Eh bien, on est à l'étape de chercher des causes. Voici une cause probable. Cet alignement de cassure de l'écorce terrestre qui se serait réactivé durant les temps protérozoïques. La seconde hypothèse qui a rapport avec le point chaud, je vais vous expliquer ça à l'aide de Google Earth. Allons maintenant dans Google Earth. On aurait un point chaud qui aurait traversé le Canada depuis les temps protérozoïques. À certains endroits, ce point chaud a réussi à percer la croûte terrestre et donner des masses de roches intrusives qui se sont rendues jusqu'en surface. Le plus ancien s'était observé à Rankin Inlet sur les côtés ouest de la baie d'Hudson. Pour les autres, eh bien, on va se déplacer lentement. On a une autre roche intrusive un peu plus jeune ici, côté ouest de la baie James cette fois-ci. En Ontario, l'alignement de nos collines montérégiennes et la poursuite de ce point chaud aurait laissé cette trace sur les fonds océaniques. Regardez, un alignement de monticules qu'on arrive mal à expliquer. Le point chaud, c'est l'hypothèse la plus élégante. Ce point chaud se serait joint à la dorsale médio-atlantique que voici. Si on refait le chemin à l'inverse, on revoit notre alignement de monticules sous-marins qu'on pense causé par un point chaud. Et on revient à l'alignement de nos collines montérégiennes. Ici, je vais vous montrer, cette théorie est fort intéressante, mais a un petit point faible que je vais vous montrer à l'instant. Si on remet les collines montérégiennes dans leur alignement, regardez, d'ouest en est, on parle toujours de l'hypothèse d'un point chaud, eh bien, à la vitesse où les plaques tectoniques se déplaçaient durant les temps crétacés, une vitesse d'environ 30 cm par année, normalement, ça aurait dû prendre moins de 1 million d'années pour passer de Saint-André à Mégantic. Ah, les datations sur ces roches-là montrent 3 familles d'âge. On a du 140 millions d'années qui étaient observés, entre autres, au Mont-Saint-Hilaire, du 124 dans plusieurs collines et 110 à Oka. Donc, cette dispersion d'âge rend difficile à penser que uniquement un point chaud pourrait avoir causé cet alignement-là. Donc, le point chaud, si ça a contribué à cet alignement-là, c'est probablement pour les collines qui sont datées de 124 millions d'années seulement, et celles plus anciennes et plus jeunes, comme une partie des roches intrusives de Saint-Hilaire et les roches intrusives de Oka, probablement que c'est plutôt lié à de l'activité de riff.
Bon, maintenant, on va revenir dans ces figures. Parlons de ces collines-là individuellement. On va commencer d'ouest en est. La plus à l'ouest, c'est l'intrusion de Saint-André. Regardez, on est sur le nord du lac des Deux-Montagnes. Et là où est située l'intrusion? Eh bien, je vous montre la carte géologique. Dans la dépression qui sépare ces petits côtés-là de ceux-là, on a une masse de roches appartenant au bouclier canadien ici. Et l'intrusion s'est mise en place dans ces roches-là. Et là, bien, ça montre bien que ces roches-là, ce sont des reliefs d'érosion. Les roches qui se sont intrudées, ce sont des différentes variétés de carbonatite, des roches qui ont une densité de 3, une dureté de 3, excusez-moi, et c'est intrudé dans des roches qui ont une dureté d'environ 6,5. Donc, les roches les plus dures sont en saillie et les roches les plus tendres en dépression. Oka, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas une colline montérégène, c'est une dépression montérégène. On a des collines à Oka, on a des collines à Saint-Joseph-du-Lac, mais l'intrusion montérégène s'est mise en place entre les collines d'Oka et les collines montérégènes. C'est dans la baisseur qui sépare ces deux collines-là. C'est la même raison. Les carbonatites, ce sont des roches plus tendres que les roches du bouclier canadien qu'on retrouve à Oka et à Saint-Joseph-du-Lac. Les autres montérégènes forment plutôt des collines parce que c'était mis en place dans des roches sédimentaires qui sont plus tendres que les roches ignées qu'on va retrouver au cœur de ces intrusions-là. On commence par le Mont-Royal. Voici la topographie du Mont-Royal. Où est l'intrusion? Eh bien, c'est au cœur de la colline. Ces roches-là, ce sont des gabbros, dureté de 6,5. C'est plus dur que la roche calcaire et les shales qui forment la roche encaissante ici. Le mont Saint-Bruno, la roche intrusive du mont Saint-Bruno. Le mont Saint-Bruno fait une petite colline. La roche encaissante, ce sont des shales, des roches relativement très tendres. Le mont Rougemont, maintenant, même histoire, c'est dans une plaine de shale. L'intrusion s'est mise en place. Comme c'est plus dur, ça fait maintenant une petite colline. Le mont Saint-Hilaire, la roche intrusive, des gabbros, des syénites, c'est plus dur que les shales de la plaine. Ça forme une colline par érosion différentielle. Le mont Saint-Grégoire, qu'on appelle aussi le mont Johnson, voici la roche intrusive. Uniquement le cœur fait saillie dans la plaine ici. Le mont Shepherd et le mont Brome ici, également des reliefs d'érosion. Bon, eh bien, ceci complète l'histoire de la mise en place de nos intrusions montérégiennes.